Nous vivons dans une époque où se montrer est devenu presque instinctif. Publier, partager, commenter, tout semble inviter à transformer son quotidien en vitrine permanente. Pourtant, au milieu de cette exposition continue, certaines personnes choisissent une autre voie. Elles sont présentes en ligne, elles regardent, elles lisent, elles suivent parfois, mais elles ne publient jamais rien, ou presque rien. Ce silence intrigue. On l'interprète souvent trop vite, timidité, manque d'assurance, retrait social, désintérêt. Mais lorsque l'on prend le temps d'écouter ces personnes, une réalité plus subtile apparaît. Leur discrétion numérique n'est pas nécessairement un vide, c'est parfois un espace protégé. Certaines ont appris très tôt que s'exposer peut coûter cher. Critiques, comparaisons, moqueries, rejet. D'autres ont développé une sensibilité profonde à leur monde intérieur. Elles ressentent le besoin de garder leur expérience intacte sans transformer tout en contenu. Ce n'est pas une fuite, c'est une manière différente d'habiter le monde. Le cerveau humain est social par nature. Depuis toujours, appartenir au groupe conditionne la survie. Être vu, reconnu, accepté a longtemps été viral. Les réseaux sociaux exploitent ce mécanisme ancien. Chaque notification, chaque like, chaque réaction active les circuits de la récompense. Ce système n'est pas mauvais en soi, mais il devient fragile lorsque l'estime de soi commence à dépendre de ces signaux. Quand une publication reçoit des réactions, le cerveau libère de la dopamine. La sensation est agréable mais brève. Or, le cerveau émotionnel ne distingue pas clairement la reconnaissance réelle de la validation numérique. Il réagit comme si chaque signe d'approbation confirmait notre valeur. À force, une attente s'installe, une dépendance subtile, une vigilance permanente. Est-ce que l'on m'a vu ? Est-ce que l'on m'a validé ? Certaines personnes choisissent consciemment de sortir de ce mécanisme. Elles arrêtent de publier non pas parce qu'elles n'ont rien à partager, mais parce qu'elles ne veulent pas confier leur valeur à des chiffres. Leur équilibre repose sur autre chose. La cohérence entre ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent, la fidélité à leurs propres repères. Mais il existe un autre scénario. Parfois, ne pas publier est une protection face à une peur profonde. Peur d'être jugé, de ne pas être à la hauteur, peur de confirmer une impression d'insuffisance déjà présente. Extérieurement, le comportement est identique. Intérieurement, l'expérience est totalement différente. La question essentielle n'est pas publier ou ne pas publier. La question est pourquoi. Est-ce un choix conscient, aligné, apaisé ou une stratégie d'évitement dictée par la crainte ? Comprendre, cela demande de se détourner un instant des écrans pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Car ce que l'on voit en ligne n'est jamais la réalité complète. C'est une sélection, une mise en scène, une succession d'instants choisis. Pourtant, le cerveau compare cette version idéalisée à la vie réelle, avec ses hésitations, ses contradictions, ses fragilités. Chaque comparaison active une alerte subtile, comme si notre place dans le groupe était menacée. Ce mécanisme est ancien. Pendant des millénaires, être exclu représentait un danger réel. Aujourd'hui, ce danger n'existe plus sous la même forme, mais le corps réagit encore comme s'il était présent. À chaque comparaison défavorable, le cortisol, l'hormone du stress, est libéré. Et ce phénomène se répète des dizaines de fois par jour. Le stress devient diffus, invisible, mais profondément épuisant. Certaines personnes perçoivent intuitivement cet impact. Elles remarquent une fatigue mentale, une montée d'anxiété, un sentiment persistant de ne jamais être suffisante. Elles cessent alors de publier pour réduire le risque de jugement. Mais si elles continuent à consommer intensivement le contenu des autres, le malaise peut persister, voire s'accentuer. Elles ne se montrent pas, mais elles se comparent. Elles observent les réussites, les voyages, les relations idéalisées, tout en minimisant silencieusement leur propre existence. Peu à peu, une distorsion s'installe. La vie ordinaire perd sa valeur face aux images spectaculaires. Or, la majorité des expériences humaines essentielles ne sont pas visibles. Soutenir un proche en difficulté, persévérer dans un travail exigeant, rester fidèle à ses principes, offrir une présence sincère, ces moments ne sont pas toujours photogéniques.
Pourtant, ce sont eux qui nourrissent l'équilibre psychique. Les personnes les plus stables émotionnellement ont souvent appris à réguler leur exposition. Certaines utilisent les réseaux avec conscience et limites, d'autres réduisent drastiquement leur consommation, non par rejet du monde, mais pour préserver leur attention. Car l'isolement le plus destructeur n'est pas physique, il est émotionnel. On peut avoir des centaines de contacts et se sentir profondément seul. Les interactions numériques peuvent donner l'illusion du lien sans en offrir la profondeur. Une tension apparaît alors entre l'image projetée et l'expérience réelle. Cette tension use. Certaines personnes se retirent partiellement pour réduire cette dissonance. Elles cherchent moins à paraître et davantage à être. Ce n'est pas un recul, c'est un rééquilibrage. Mais un autre phénomène mérite d'être exploré, la construction de l'identité numérique. Lorsqu'on publie régulièrement, une représentation de soi se façonne progressivement. Elle n'est pas fausse, mais elle est incomplète. On sélectionne les moments où on semble le plus épanoui, le plus performant, le plus aligné. Avec le temps, ce récit devient presque un personnage. Or, le cerveau supporte mal les contradictions prolongées. Si l'écart entre ce personnage public et la réalité intime devient trop important, une tension psychique apparaît, c'est la dissonance. Elle se manifeste par une fatigue diffuse, une irritabilité parfois, une anxiété sans cause apparente. Maintenir une image demande de l'énergie. Il faut penser à ce que l'on montre, à ce que l'on cache, à la cohérence du récit. La spontanéité se réduit. Certaines personnes ressentent très tôt ce décalage. Plus elles publient, plus elles se sentent éloignées d'elles-mêmes. Non parce qu'elles mentent, mais parce qu'elles simplifient leur complexité pour la rendre montrable. La vie humaine est faite de doutes, de contradictions, de fragilité, de forces changeantes. La réduire à une vitrine crée une perte de repères internes. On entend souvent cette phrase « J'ai l'impression de vivre pour l'image et non pour l'expérience ». Lorsque le regard extérieur devient plus important que le vécu intérieur, le présent se fragmente. Une partie de l'attention est constamment tournée vers l'extérieur. Les personnes qui ne publient pas cherchent parfois à éviter cette dérive. Elles veulent que leur vie soit vécue avant d'être observée. Elles protègent leur intimité psychique. Mais encore une fois, il n'existe pas une seule explication. Pour certains, le retrait est un acte d'authenticité. Pour d'autres, il masque une peur d'être vu. Une peur de l'exposition, du rejet et de la critique. Le comportement peut être identique. L'intention change tout. La vraie question n'est pas la visibilité, c'est la liberté intérieure. Publier ou ne pas publier n'a de sens que si le choix est libre. Lorsque l'on agit par peur, par automatisme ou par besoin de validation, la relation devient aliénante. Lorsque l'on agit en conscience, elle peut rester neutre ou voire enrichissante. Mais au-delà de l'identité, il y a une source encore plus précieuse, l'attention. L'attention n'est pas infinie. Chaque défilement, chaque notification consomme une part de cette ressource. Les plateformes sont conçues pour capter et retenir. Le défilement infini, les récompenses imprévisibles maintiennent le cerveau en alerte. Cette stimulation constante empêche la concentration profonde. Elle fragmente la pensée. Elle réduit la capacité à rester longtemps avec une seule idée, une seule émotion, une seule personne. Ceux qui diminuent leur exposition décrivent souvent le même phénomène. Le temps semble ralentir. Non parce qu'il est plus long, mais parce qu'il est plus dense. Les conversations deviennent plus riches, la lecture redevient possible. Les émotions sont ressenties plutôt qu'anesthésiées par la distraction. Neurobiologiquement, lorsque les stimulations diminuent, les circuits de l'attention soutenue se renforcent. La créativité et l'empathie retrouvent de l'espace. Beaucoup réalisent alors qu'ils étaient fatigués sans le savoir. On peut passer des heures immobiles à consommer des contenus sans se sentir épuisé. Car même sans mouvement, le cerveau travaille intensément. Il compare, il évalue, il réagit émotionnellement. Ce travail invisible épuise. Mais lorsque l'attention est constamment capturée par l'extérieur, le lien en soi s'affaiblit. L'ennui devient insupportable. Pourtant, l'ennui est un espace fertile. C'est un moment de vide apparent, que les idées émergent, que les désirs profonds prennent forme. Réhabiliter ces temps précieux transforme le rapport à la vie. Regarder un lever de soleil sans le photographier, vivre une conversation sans téléphone posé sur la table, traverser un moment de solitude sans chercher à le distraire.
Ces expériences laissent une trace durable parce qu'elles sont vécues pleinement. Derrière tout cela se cache une peur plus ancienne encore, la peur de l'oubli, la peur que notre existence ne compte pas si elle n'est pas vue. Pendant longtemps, cette peur était apaisée par les liens des proches, par la transmission, par le fait d'être important pour quelques personnes. Aujourd'hui, la visibilité semble devenue la preuve d'existence. Mais la visibilité ne nourrit pas le sens. Elle stimule le besoin sans jamais le combler. Plus on cherche à prouver que sa vie a de la valeur, plus on doute qu'elle en est réellement. La reconnaissance devient chiffrée, comparée, éphémère. Pourtant, les moments les plus déterminants d'une vie sont souvent invisibles. Une loyauté silencieuse, un effort persistant, un choix éthique dans l'ombre, une présence sincère auprès de quelqu'un. Ces instants ne font pas de bruit, mais ils construisent l'estime de soi. Les personnes qui choisissent la discrétion protègent parfois ces dimensions invisibles. Elles affirment, consciemment ou non, « ma vie a de la valeur même lorsqu'elle n'est pas exposée ». Dans une culture qui pousse à l'exposition permanente, ce positionnement demande une solidité particulière. Car au fond, la question n'est pas d'être vu, la question est de savoir si l'on existe pleinement pour soi-même. Et cela ne se mesure jamais en nombre de vues.